Il est temps de te dégourdir les jambes et de faire une promenade dans le parc. Le soleil brille et tu profites de ce beau temps et de la vie en général. C'est là que tu aperçois un nuage vertical qui grandit rapidement. D'un blanc éclatant au début, il s'approche à une vitesse alarmante, se densifiant et prenant une couleur d'encre. Le ciel s'assombrit et une rafale de vent fait s'envoler ton chapeau. Et puis tes cheveux commencent à se dresser sur ta tête. C'est le moment de courir pour sauver ta vie. Tu es sur le point d'être frappé par la foudre. En ce moment même, des charges positives s'élèvent dans ton corps. Elles se dirigent vers la partie de l'orage chargée négativement. Si tu ne réagis pas rapidement, ces charges opposées se rencontreront et cela se terminera mal pour toi. Si tu ne peux te cacher nulle part, accroupis-toi et essaie de te rendre plus petit que les objets qui t'entourent. Ne t'allonge pas à plat sur le sol. Il peut être humide et donc très conducteur. Il y a aussi d'autres signes qui signalent un danger pendant un orage. Tes paumes peuvent commencer à transpirer. Tu peux entendre des crépitements, des bourdonnements ou des vibrations bizarres provenant d'objets métalliques à proximité. Ta peau peut commencer à picoter. Tu peux sentir un étrange goût métallique dans ta bouche. Si tu n'es pas juste en train de mâcher du papier d'aluminium à ce moment-là, fais attention. De plus, tu es susceptible de sentir une odeur de chlore. C'est l'ozone. Les charges électriques divisent les molécules d'azote et d'oxygène, qui sont les principaux gaz formant l'atmosphère, en atomes séparés. Lorsque ces atomes se réunissent à nouveau, certains d'entre eux produisent des molécules composées de 3 atomes d'oxygène. C'est l'ozone. Tu peux la sentir pendant un orage parce que les courants descendants la font descendre des hautes altitudes jusqu'au niveau de ton nez. Tu peux savoir à quel point un orage est proche en mesurant le temps entre le moment où tu as vu un éclair et celui où tu entends le tonnerre. 3 secondes représentent environ 1 kilomètre. Le ciel au-dessus de ta tête s'assombrit et prend une teinte verte inquiétante. Quelque chose te frappe sur la joue. Aïe! Ça fait mal! Tu ramasses l'objet en question, c'est un énorme grêlon. Mais il ne fait pas si froid dehors et il ne pleut même pas. Tu remarques que tout est calme, tranquille, il n'y a pas le moindre brin de vent. Cela te fait penser au calme avant la tempête. Et en effet, tu entends bientôt du bruit. Il s'approche rapidement et se transforme en un grand rugissement, comme si un train de marchandises se dirigeait droit vers toi. Seulement, ce n'est pas un train, c'est une tornade et tu n'as presque pas le temps de t'échapper. L'entonnoir n'est pas visible derrière un nuage de débris, mais impossible de confondre cette colonne d'air en rotation avec quoi que ce soit d'autre. Si la tornade te surprend sur la route, éloigne-toi le plus possible de ta voiture. Cela évitera que le véhicule ne soit projeté vers toi. Trouve un fossé, allonge-toi dedans et couvre-toi la tête. Si tu es à l'intérieur, éloigne-toi des fenêtres et réfugie-toi sous terre si possible. Maintenant, tu es au bord de la mer. Tu te promènes sur le rivage et tu profites d'une légère brise. Soudain, le sol se met à trembler sous tes pieds. Ce doit être un tremblement de terre. La prochaine bizarrerie que tu remarques est l'eau qui se retire sur la plage à une vitesse folle. Elle dévoile derrière elle le fond de l'océan, les récifs et même les poissons. C'est alors que tu entends un grondement lointain. C'est un tsunami et tu n'as que quelques minutes pour sauver ta vie. Dirige-toi immédiatement vers un point élevé. Une vague géante se dirige déjà vers le rivage. Ce n'est pas la seule façon dont un tsunami peut s'abattre sur toi. Il ne vient pas nécessairement s'écraser contre le rivage comme une série de vagues énormes. Un tsunami peut ressembler à une marée montante très rapide. Il va généralement de pair avec de fortes turbulences sous-marines. Il entraîne les gens sous la surface de l'eau et projette des objets lourds dans toutes les directions. Tu peux aussi remarquer que l'eau de mer bouillonne, tourbillonne et crée des motifs bizarres. C'est un autre signe certain qu'un tsunami arrive. Ton chien est agité. Il gratte la porte d'entrée, arpente l'appartement et essaie de se cacher dans un recoin. Habituellement calme et docile, le toutou hurle et aboie à présent. La météo est complètement détraquée depuis plusieurs jours. Il fait anormalement chaud un jour et froid le lendemain. De plus, tu as remarqué que le ruisseau près de ta maison s'agite de plus en plus, bouillonnant à mesure qu'il passe. Ce n'est que lorsque les verres commencent à teinter dans ton armoire que tu réalises ce que cela signifie. Le cliquetis est produit par les secousses préliminaires, de minuscules tremblements de terre menant à l'événement principal. Les tremblements de terre se produisent souvent en série. S'il y a plusieurs tremblements de terre faibles, il est possible qu'un tremblement de terre beaucoup plus important se prépare. Un peu avant la catastrophe, tu pourrais remarquer des lumières bleues bizarres. Certaines d'entre elles semblent venir du sol, d'autres semblent flotter dans les airs, immobiles. Il s'agit de ce qu'on appelle les lumières sismiques. Émises par les roches soumises à de fortes contraintes, elles peuvent être vues des jours ou des secondes avant que le sol ne commence à trembler. Toutefois, certains experts doutent de l'existence de ces lumières sismiques. Si tu penses qu'un tremblement de terre est sur le point de se produire et qu'il y a un poisson-chat dans ton aquarium, fais attention à son comportement.
Les scientifiques ont prouvé que cette espèce peut réagir au tremblement de terre en avance. Les poissons deviennent agités lorsque l'activité sismique est élevée. De même, certains insectes peuvent sentir venir une tempête. Ils se préparent à la catastrophe naturelle en arrêtant tout mouvement. C'est pourquoi si tu remarques que beaucoup d'insectes autour de toi ont l'air apathiques, cherche vite un abri. Quant aux abeilles, elles peuvent prédire les fortes pluies. Elles commencent à travailler beaucoup plus dur la veille du jour où il commence à pleuvoir. Les vagues carrées se produisent lorsque deux configurations de houle différentes se percutent. Ce phénomène a l'air génial, mais seulement si tu le regardes depuis le rivage. Ne pense même pas à te mettre à l'eau pour jouer dans de telles vagues. Les courants transversaux peuvent facilement t'entraîner sous la surface, même si tu es un bon nageur. Et si tu vois des vagues agitées transportant des débris et des algues, reste aussi hors de l'eau. Cela peut être le signe d'un fort courant de retour. Il pourrait t'emporter loin au large. Si tu vois une substance verte et malodorante à la surface d'un lac ou d'une mer, ne t'approche pas de l'eau. Il peut s'agir d'une prolifération d'algues dangereuses. Tu ne seras pas capable de dire si elles sont toxiques ou non au premier regard. C'est pourquoi il vaut mieux ne pas s'en approcher. 3 à 4 jours avant l'arrivée d'un ouragan, la surface de la mer ou de l'océan peut gonfler jusqu'à 2 mètres de haut. Les vagues frappent le rivage toutes les 9 secondes. Plus l'ouragan est proche, plus les vagues s'écrasent rapidement contre le rivage. Elles sont aussi plus hautes, parfois jusqu'à 5 mètres. Le ciel est parsemé de nuages légers et duveteux. Environ 36 heures avant que l'ouragan n'atteigne le rivage, la pression atmosphérique commence à baisser. Après cela, le vent accélère. Des nuages étirés, ressemblant à des cheveux, apparaissent dans le ciel. 18 heures avant que l'ouragan n'atteigne le rivage, le ciel s'ouvre et il commence à pleuvoir. L'eau de pluie inonde souvent les zones de basse altitude, atteignant jusqu'à 4,5 mètres. 12 heures avant l'ouragan, un puissant coup de vent commence à apporter des débris. 6 heures avant que l'ouragan ne touche terre, la vitesse du vent est déjà de 145 km/h. Il est assez fort pour briser et même déraciner des arbres, projeter de gros débris et retourner des voitures. Au fait, mettons que tu sois en train de naviguer et qu'il y ait des requins qui tournent autour de ton bateau. Garde un œil sur eux. Si les prédateurs te laissent soudainement tranquille et se dirigent vers les eaux profondes, cela peut signifier qu'un ouragan se rapproche. Retourne sur la terre ferme aussi vite que possible et préviens tes proches. Si pendant une période de forte pluie tu entends un bruit de grondement, il peut s'agir d'une crue soudaine qui se déplace dans ta direction. Si tu es près d'une rivière à ce moment-là, tu pourrais voir des débris descendre avec le courant. L'eau peut changer de couleur et devenir plus boueuse et plus sombre. Ces signes devraient te mettre en garde contre les dangers qui te guettent. Si ton intuition est bonne, tu n'as pas de temps à perdre. Essaie de t'éloigner de cet endroit aussi vite que tu le peux. Les crues éclairs sont souvent mortelles. Si tu es dans la nature, fais attention à l'eau des ruisseaux, des rivières et des fleuves. Si elle baisse ou monte rapidement, cela peut être le signe qu'un glissement de terrain est sur le point de se produire. Et si tu vois l'eau devenir boueuse, n'attends pas d'autres signes. Quitte la zone immédiatement. Que c'est beau! Tu te promènes avec ton ami et tu regardes le ciel. Le soleil semble un peu différent aujourd'hui, comme s'il avait une sorte d'anneau autour de lui, un peu comme un arc-en-ciel. Hé, regarde ça! Ton ami lève la tête de son téléphone. Tu ne devrais pas regarder directement le... Arrête tout, dit-il brusquement. C'est un halo solaire. Il faut trouver un abri tout de suite, à moins que tu aies le plus grand parapluie du monde sur toi. Un halo solaire est un signe de la nature indiquant qu'une tempête de neige ou de pluie se prépare. Il est causé par les nuages qui sont constitués de milliards de petits cristaux de glace flottant à 6000 mètres d'altitude. La lumière du soleil passe à travers ces cristaux, de sorte qu'elle se divise et se réfracte, comme dans le cas d'un arc-en-ciel. Ne regarde pas directement le halo solaire, c'est certes très tentant car ce n'est pas un phénomène que tu peux observer tous les jours, et en plus c'est vraiment beau, mais les ultraviolets peuvent brûler les tissus exposés de ta rétine et causer de graves lésions oculaires. Donc, ça n'en vaut pas la peine. Si tu as des lunettes de soleil, ça ne devrait pas poser de problème. Ce phénomène dure environ 40 minutes. Ces nuages sont les mêmes que ceux qui peuvent parfois causer l'apparition d'un anneau autour de la Lune la nuit. En réalité, la nature envoie des signes précurseurs de catastrophes de nombreuses façons différentes. Des arbres en forme de J peuvent signifier qu'un glissement de terrain se prépare. Comme le sol bouge lentement, les arbres prennent cette forme très photogénique. Essaie de trouver une zone plate et évite de t'approcher des arbres, sauf si tu as une force surhumaine. Tu es en train de faire une belle promenade sur la plage, du sable, du soleil, pas un nuage dans le ciel. Puis, d'un coup, tu vois l'eau s'éloigner du rivage. Soudain, tu peux même voir des morceaux de corail, de petits poissons et d'autres petits animaux marins. C'est un signe qu'il faut éloigner au plus vite du rivage. Il pourrait y avoir un tsunami en préparation.
Un tel phénomène se produit lorsqu'un tremblement de terre se produit sous l'eau et il peut déferler sur la côte à 800 km/h. Il se produit surtout dans l'océan Pacifique, mais pourquoi prendre le risque? Si tu vois un chenal d'eau agité près de la côte, reste à l'écart. Il pourrait y avoir un courant de retour sous la surface qui peut être extrêmement dangereux. Parfois, les vagues frappent le rivage d'une manière bizarre, ce qui forme des courants de retour. Tu verras peut-être un vide étrange dans les vagues où tu remarqueras des morceaux d'algues allant dans toutes les directions. Si jamais tu te retrouves pris dans un courant de retour, essaie de rester à flot et ne gaspille pas ton énergie à nager à contre-courant. Crie à l'aide et essaie de nager parallèlement à la plage. Une fois que tu es sorti du canal, nage en diagonale vers le rivage. Si tu te retrouves dans l'océan et que tu vois un groupe de requins en train de nager, ne panique pas. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ne viennent pas forcément te croquer. La mauvaise nouvelle, les requins essaient peut-être d'échapper à une énorme tempête tropicale ou même à un ouragan. Les requins peuvent sentir ces choses, alors quand la nature se met en colère, ils se regroupent et nagent profondément sous la surface pour se mettre en sécurité. Tu ne devrais probablement pas les suivre. Pourtant, la règle d'or depuis les temps anciens est « suis les animaux ». Les insectes, les rats et les serpents quittent leur terrier quelques jours avant les très gros tremblements de terre. Les scientifiques ne parviennent pas vraiment à expliquer comment ils savent ce qui va se passer. Il semble que les animaux puissent sentir les tremblements de terre en avance, peut-être parce qu'ils peuvent ressentir ces petites ondes de choc initiales que nous ne remarquons même pas. Et si tu vois des animaux courir vers toi, cela pourrait signifier que tu es sur le point d'être dévoré, ou bien qu'il y a un feu de forêt derrière eux. Les amphibiens, comme les grenouilles, les crapauds et les salamandres, essaient de se protéger en s'enfouissant dans le sol. Les autres courent tout simplement. Avant de commencer à courir à leur côté, vérifie si tu vois de la fumée. Tu ne voudrais pas faire un sprint pour rien. Il n'y a pas que les animaux. Tu peux aussi repérer d'autres signes avant-coureurs d'une catastrophe imminente. Par exemple, si tu remarques que tes cheveux se mettent soudainement à se dresser sur ta tête et que tes bijoux commencent à bourdonner, mets-toi tout de suite à l'abri. La foudre est peut-être sur le point de frapper quelque part à proximité. Si tu es dehors et que tu ne peux pas te réfugier à l'intérieur, assure-toi de ne pas faire les erreurs suivantes. Te tenir près de structures hautes, t'allonger à plat sur le sol, rester près d'une étendue d'eau, t'abriter sous un arbre isolé, rester dans un espace ouvert. Et n'est pas l'idée, certes saugrenue, de monter en haut de l'Empire State Building. Ce bâtiment est foudroyé des centaines de fois par an. Tu aimes le ski? C'est une activité très amusante jusqu'à ce que tu ne vois plus que du blanc. Les avalanches peuvent se déplacer jusqu'à 130 km/h, alors fais attention aux signes avant-coureurs. Est-ce que tu sens un creux quand tu te déplaces sur la neige? Y a-t-il des fissures autour de tes pieds? Peux-tu voir une énorme avalanche arriver? C'est le moment de partir. Parfois, un orage mélange sa lumière bleue avec la lumière rouge du soleil et tu obtiens un vert assez impressionnant. Profites-en à une distance sûre, de préférence à l'intérieur. Ce nuage orageux qui s'étire très haut dans le ciel signifie généralement que tu es sur le point de te faire marteler par la grêle ou pire, qu'une tornade se prépare. Trouve un abri quelque part comme un parking souterrain ou une cave. Ok, nous savons que les volcans peuvent être dangereux, mais qu'en est-il des lacs à proximité? Ne sont-ils pas dangereux aussi? Les lacs qui se trouvent près de quelque chose de très chaud qui ne refroidit jamais, comme les volcans, sont comme des canettes de soda secouées sauvagement, attendant juste d'éclater. Le magma qui se trouve sous terre pousse en fait le dioxyde de carbone au fond du lac, et ce gaz reste là à attendre. Ensuite, même quelque chose de banal comme la pluie peut perturber un peu trop le lac et bam ou boum, tu vois le tableau. Plongée, natation, snorkeling, la mer peut être fascinante, mais elle est assez imprévisible. Lorsque deux courants de vagues se rencontrent, ils peuvent créer une mer croisée. Cela a l'air plutôt joli vu de loin, mais ce peut être vraiment dangereux pour les nageurs, les surfeurs ou même les bateaux. Cela signifie qu'un fort courant se déplace sous la surface. Tu te promènes sur la plage, on dirait que toutes les bonnes histoires commencent comme ça. Et tout à coup, oh, une grotte! Génial, non? Tu devrais probablement y entrer, explorer un peu et non. Si c'est la pleine lune, tu ne pourras peut-être pas ressortir de cette grotte. La pleine lune affecte la marée et la rend plus basse que d'habitude. Cette grotte est peut-être plus accessible, mais au lieu de vivre une aventure passionnante, tu pourrais te retrouver piégé là-dedans, jusqu'à la prochaine pleine lune. Alors n'oublie pas tes provisions si tu veux vraiment y entrer. Un nuage mural est l'une de ces choses que tu seras à la fois excité et effrayé de voir. Effrayé parce que tu ne sais pas ce que c'est, excité parce que... combien de fois as-tu vu quelque chose comme ça dans ta vie?
Mais quelle que soit ton émotion, dis à tes jambes de commencer à courir. Pendant un orage, ces nuages muraux sont plus bas que tout le reste et peuvent faire jusqu'à 8 km de large. Et ils commencent à tournoyer. Tu sais ce que cela signifie. Nous sommes en 2009, en Italie. Un homme est dans sa cuisine, il voit des lumières vacillantes, il sait exactement ce qu'il doit faire. Il met sa famille en sécurité. Quelques secondes plus tard, un énorme tremblement de terre frappe toute la région. Sa famille a survécu grâce à sa réaction rapide. Il savait que ces lumières vacillantes étaient le signe d'un tremblement de terre imminent. Les gens voient ces lumières mystérieuses depuis des lustres. Certains pensent même que c'était une sorte de signe venant de l'espace. Les scientifiques ne les prenaient jamais au sérieux, mais après l'invention de la photographie, de plus en plus de preuves de ces étranges lumières sont apparues. Bientôt, ils ont compris le lien. Les lumières apparaissaient et très vite, le tremblement de terre se produisait. Après avoir creusé un peu, ils ont en fait trouvé des traces de ces lumières de tremblement de terre il y a des centaines d'années. Il y avait des flammes bleutées qui sortaient du sol juste avant un tremblement de terre. Retournons sur la plage une dernière fois. Si tu vois que l'océan prend une teinte rouge-brune, ne va pas dans l'eau ou même près de l'eau. Cette marée rouge est causée par des algues toxiques et c'est un phénomène que tu peux trouver partout dans le monde. Ces algues toxiques peuvent être là même si l'océan est d'une couleur normale. Avoir ces algues sur toi peut causer des problèmes de santé, alors si tu as été touché, rince-toi à l'eau douce aussi vite que possible. Boum! Imagine une énorme explosion. Ce boom est loin d'être suffisant pour illustrer la détonation la plus puissante que tu aies jamais vue. En effet, c'est carrément un lac tout entier qui vient d'exploser. Tout ce que tu voulais faire, c'était allumer des feux d'artifice dans ce lieu pittoresque. Mais visiblement, tu as totalement zappé le panneau « Danger, feu strictement interdit ». Et maintenant, un terrible mur d'eau fumante se précipite à toute vitesse sur toi. Mais d'abord, revenons au début de l'histoire. Tu es à Alberta, au Canada, et tu viens d'arriver au lac Abraham pour faire la randonnée de ta vie. Le lac est gelé et la vue est superbe. Ces bulles sous la glace ressemblent à des centaines de méduses gelées. En réalité, elles sont faites de méthane, un gaz toxique et hautement inflammable produit par les bactéries qui vivent au fond du lac. C'est pourquoi le panneau est là. Si tu allumes une allumette sur cette glace, tu pourrais prendre feu. Heureusement, tu en as pris note en venant ici et tu as rangé les feux d'artifice que tu voulais allumer. Très bien. Maintenant, un autre endroit, une autre époque, un autre lac. Celui-ci n'est pas gelé, en fait il n'a probablement pas connu d'hiver depuis la dernière période glaciaire. Nous sommes au Cameroun à présent et l'endroit s'appelle le lac Nyos. Il a l'air paisible, mais ne t'y trompe pas. Ses eaux brun-orangé cachent un secret mortel. Le lac se trouve au sommet d'une zone très volatile et les fissures de son fond laissent échapper d'énormes quantités de dioxyde de carbone. Lorsque le sol se déplace, ce gaz se déverse hors du lac et s'écoule sur des kilomètres autour de celui-ci. Les concentrations sont si élevées qu'un seul souffle pourrait te faire perdre connaissance et tu n'aurais carrément aucune chance de te réveiller. Tu imagines le tableau. Mais le plus inquiétant, c'est que le CO2 n'a ni odeur ni couleur, donc on ne peut même pas le voir venir. Les autorités locales ont mis en place un système de tuyaux qui draine le gaz du lac, le rendant relativement sûr pour les personnes et les animaux à proximité. Et un autre lac toxique, le Kivu, à la frontière du Congo et du Rwanda, a même été aménagé pour fournir de l'énergie à des millions de personnes grâce à ces gaz. Puisque nous sommes en Afrique, allons jusqu'à visiter la dépression de Danakil en Éthiopie. Surnommée l'endroit le plus chaud de la planète, elle porte bien son nom. Le ravin est parsemé de sources d'eau extrêmement chaudes, d'étangs d'acide toxique et de volcans actifs. Le paysage est juste hallucinant et il s'agit probablement du seul endroit habité sur Terre où aucune vie ne peut exister. Oui, c'est un oxymore, je sais. Le peuple Afar vit ici toute l'année et récolte le sel autour des sources pour en faire le commerce, alors que les scientifiques n'ont trouvé aucune preuve de vie microbienne dans celui-ci. Les humains sont connus pour s'installer partout, jusque dans des endroits que, normalement, n'importe qui devrait plutôt avoir tendance à fuir. Prenons l'exemple du mont Tambora en Indonésie. Des milliers de personnes vivaient sur et autour de ces pentes depuis des siècles, jusqu'à ce jour fatidique de 1815. Le Tambora est un volcan, et cette année-là, il a décidé d'entrer en éruption, ce qui a provoqué une explosion qui a tout effacé sur l'île. Elle a été entendue à près de 1000 km de là. Il a craché tellement de cendres volcaniques qu'elles sont retombées sur les îles environnantes et ont provoqué une année sans été dans tout l'hémisphère nord.
C'était l'éruption la plus puissante des 10 000 dernières années. Et après celle-ci, le mont Tambora a perdu jusqu'à 1524 mètres de sa hauteur. Mais revenons à notre époque. Il y a une île que tu n'auras jamais le droit de visiter. Mais je parie que tu voudrais l'éviter à tout prix de toute façon. L'île aux serpents, au Brésil, abrite des milliers de serpents, comme son nom l'indique. Dès que tu poseras le pied sur son sol, tu courras le grand risque d'être mordu par une vipère. L'île est également le seul endroit où il est possible de rencontrer une vipère à tête de lance dorée. La rencontre d'une vie, assurément. Cet endroit est si dangereux que le Brésil en a interdit totalement l'accès aux touristes et à tout autre visiteur. Bon, je vais changer de plan alors. Maintenant, enfile tes vêtements les plus chauds et n'oublie pas ton chapeau en fourrure. Nous allons à Oymyakon, en Russie. C'est une petite ville du Grand Nord et c'est aussi l'endroit habité le plus froid de la planète. Le seul endroit sur Terre où la température moyenne est plus basse, c'est l'Antarctique. Alors c'est pour te dire à quel point il y fait glacé. En hiver, si tu oublies de mettre un pull, un autre pull, encore un autre pull et un manteau de fourrure, tu seras frigorifié jusqu'à l'os en quelques secondes. Ici, les températures chutent jusqu'à moins 71 degrés Celsius. Les fruits frais se transforment en morceaux de glace en quelques minutes et deviennent si durs qu'ici, tu pourras utiliser une pomme pour enfoncer des clous dans le bois. Avant de congeler sur place, allons dans un endroit où aucun bateau ne pourra t'emmener, la côte des Squelettes en Namibie. Non, sérieusement, tu ne peux arriver ici qu'en voiture ou en avion, car les bateaux et les navires ne s'approchent pas de cet endroit. Les eaux sont traîtresses et les coups de vent soudains font tourner les bateaux et les projettent contre les rochers acérés qui se cachent sous l'eau pour éventrer leur coque. La côte elle-même s'étend sur des centaines de kilomètres et est divisée en deux parties, l'une au sud et l'autre au nord. Les visiteurs à bord de véhicules tout-terrain sont autorisés à entrer librement dans la partie sud, mais seules 800 personnes par an peuvent se rendre dans la partie nord et seulement dans le cadre de visites guidées. On sait que beaucoup de gens se sont perdus à jamais dans ce désert, et c'est un endroit vraiment redoutable. Il doit son nom aux nombreuses carcasses d'animaux qui y sont trouvées. Pourtant, environ 50 000 indigènes parviennent à survivre ici, avec des animaux qui se sont eux aussi adaptés. Phoques, lézards, hyènes et même éléphants. Qui pourrait croire qu'il existe une machine de destruction massive en plein cœur de l'Europe? Eh oui, Naples, l'une des villes les plus célèbres d'Italie, est construite au sommet d'un supervolcan en activité. En 2018, des scientifiques ont remarqué que cette énorme montagne accumulait du magma dans ses profondeurs. Ils affirment que ce volcan n'est pas réellement susceptible d'entrer en éruption dans un avenir proche. Mais il existe un volcan plus petit, mais non moins dangereux à quelques kilomètres de là, le tristement célèbre Vésuve. Tu as sans doute déjà entendu parler de lui. C'est lui qui est entré en éruption, voilà 2000 ans, recouvrant de cendres et de magma la ville romaine de Pompéi. Le Vésuve est actif depuis longtemps et les citoyens, comme les visiteurs de Naples, mettent leur vie en danger chaque fois qu'ils passent en ville. Alors tant qu'on y est, autant essayer la pizza. Le nord-est de la France est également un endroit peu accueillant. Depuis les années 1920, il existe une zone baptisée « zone rouge » déclarée interdite au public. Si par hasard tu te retrouvais dans cet endroit désolé, tu ne verrais que des plantes cramées et une terre brûlée, en complète opposition avec les paysages luxuriants du reste du pays. Le sol et l'air sont tellement pollués que les gens n'ont pas le droit d'y entrer par crainte de s'asphyxier. De toute façon, rien ne peut survivre dans cette zone rouge. Il y a une île habitée au Japon qui a été fermée aux voyages aériens pendant 8 ans. Miyake-jima est en fait un volcan sur les pentes duquel vivent des gens, mais il entre en éruption tous les 20 ans environ, sachant que la dernière ayant eu lieu en 2000. Normalement, le volcan ne déverse pas de lave, mais il rejette d'énormes nuages de gaz sulfurique toxiques. Et n'oublie surtout pas ton masque. À propos, sache qu'au plus fort de son activité, les habitants de l'île devaient porter des masques à gaz en permanence avec eux. Et même des années après l'éruption, ils avaient encore le réflexe de prendre ces masques avec eux, juste au cas où. Je peux les comprendre. Non loin de là où nous venons d'aller, dans la région russe du Kamtchatka, se trouve une vallée incroyablement belle dans laquelle personne ne veut pourtant rester trop longtemps. On l'appelle sinistrement la vallée de la mort et elle se trouve au pied d'un autre volcan en activité. Lorsque la montagne laisse échapper ses fumées, spoiler, assez souvent, les gaz toxiques plus lourds que l'air dévalent ses pentes et se déversent dans la vallée. Les plus petites créatures n'ont aucune chance de survivre en respirant ces gaz, et même les plus grands animaux et les humains auront du mal à s'en sortir indemnes.
Une autre destination de vacances mortelle est le détroit de Salstromen en Norvège. Il a l'air calme et magnifique et tout y donne envie de se baigner joyeusement dans ses eaux. Mais ne t'y aventure surtout pas. Toutes les 6 heures, le calme détroit se transforme en une masse rugissante secouée d'énormes et puissants tourbillons. C'est à cause d'un courant de marée entre 2 fjords qui s'unissent et s'opposent ici. À marée haute, le courant est trop fort pour les 3 ruisseaux, ce qui en fait un piège mortel pour les nageurs et les bateaux. En Bolivie, il y a une route de 72 km que seuls les plus courageux osent parcourir. La route des Yungas longe une chaîne de montagnes et constitue une attraction majeure pour les cyclistes avides de sensations fortes. Un nouveau passage a été construit pour contourner les parties les plus dangereuses de la route. Mais la route d'origine était très étroite, avec d'un côté le gouffre et l'absence de garde-fous, et l'autre une pente raide. Les fréquents glissements de terrain, le brouillard et les pluies rendaient le cyclisme ici extrêmement dangereux et imprévisible, ce qui n'a bien sûr jamais empêché les amateurs d'adrénaline du monde entier de venir faire un tour à vélo. Il y a des gens qui aiment vraiment le danger, hein. Si tu aimes les sources chaudes, tu pourrais aussi apprécier une visite au Boiling Lake en Dominique. Ou pas. Située dans un parc national, c'est une cavité remplie d'eau en constante ébullition, provenant des rivières des environs. Elle est maintenue chaude par les sources presque brûlantes de gaz toxiques, et les vapeurs au-dessus de la surface sont également toxiques. Le lac attire les touristes, mais s'en approcher de trop près peut s'avérer très dangereux. On sait qu'il peut exploser et inonder les environs de nuages de gaz. Quelqu'un pour s'inscrire pour l'excursion ? Non, vraiment personne ?